Est-ce que les utilisateurs qui vont voir un bouton flottant d'ajout panier dans page produit, est-ce que ces utilisateurs vont plus convertir que les autres? Son véritable nom scientifique, c'est expérience randomisée ou randomized experiment. En fait, c'est un procédé de mesure qu'on utilise pour évaluer les politiques publiques ou la recherche médicale. C'est un procédé de mesure qui consiste à appliquer un changement à une population et garder une population de contrôle pour voir comment les choses se seraient passées si on n'avait pas appliqué ce traitement à la population. On peut dire qu'on peut A/B tester à peu près toutes choses, à la fois des changements sur l'interface utilisateur, des changements plus dans l'expérience utilisateur, sur le back, sur même, on va dire, des changements plus techniques qui vont toucher à la rapidité d'exécution des pages. Les deux éléments qu'on va prendre en compte dans la création d'un A/B test, c'est tout d'abord le degré d'incertitude, dans quelle mesure on est certain ou pas certain qu'une des versions est meilleure. Et il faut généralement écouter ses intuitions, il faut s'en remettre aussi à ses intuitions. Et la deuxième variable à prendre en compte, c'est le coût d'un A/B test. Parce que ce serait se mentir que de se dire qu'organiser un A/B test, ça ne coûte rien, c'est sans coût. Non, ça prend du temps, et c'est un temps d'incertitude. Parfois, dans certaines organisations, on va ne pas prendre de décision, et on va s'en remettre un peu à ce que dit la data. C'est une façon d'éviter de prendre des décisions. Donc l'A/B test n'est pas une solution à tout. Tout n'est pas A/B testable, tout ne doit pas être A/B testé. On pourrait distinguer dans l'histoire d'une startup ou d'un projet deux moments de vie différents, que sont le moment de l'exploration et le moment de l'exploitation. On pourrait dire du build et du run. Dans le build, en principe, l'A/B test n'est pas forcément le bon outil, puisqu'on ne va pas forcément A/B tester son idée. Quand on est entrepreneur, on va tester son idée, on va utiliser plein d'autres solutions, des enquêtes utilisateurs, des focus group, des surveys, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est pas dire qu'on ne quantifie pas ce qu'on fait, mais par contre l'A/B test ne serait pas vraiment la bonne solution, parce que l'A/B test, ce serait tester ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, c'est difficile de le déterminer. En revanche, dans une phase d'exploitation, où là on est dans le run, on a déjà une base existante et on cherche à optimiser sur cette base existante. Là, l'A/B test, ça peut être un bon outil, modulo quelques conditions, notamment du volume, de la capacité à générer des observations facilement. Une fois qu'on se décide à faire un A/B test, on va dire qu'il y a une méthodologie qu'on peut respecter, qui est en 6 étapes. La toute première, c'est de définir notre hypothèse. L'A/B test, quand on va en faire un, doit répondre à une question. Donc la toute première chose qu'on doit faire, c'est déterminer cette question. Exemple, moi quand j'ai travaillé dans le e-commerce, on pouvait se poser une question. Est-ce que les utilisateurs qui vont voir un bouton flottant d'ajout panier en page produit, est-ce que ces utilisateurs vont plus convertir que les autres? Donc on peut formuler cette question en hypothèse et prendre le parti de dire « oui, je pense que les utilisateurs qui voient un bouton flottant vont plus convertir que les autres ». Ça forme mon hypothèse et ça me permet de calculer un KPI de départ qui est donc le taux de conversion des utilisateurs et créer l'expérience à partir de là. La deuxième chose qu'on va faire, c'est définir un standard. Une fois qu'on a posé l'hypothèse, on sait quel est notre KPI. Donc dans l'exemple que je donnais, c'était améliorer le taux de conversion. La première chose qu'on va chercher à faire, c'est quel est-il ce taux de conversion actuellement? Puisque dans un A/B test, on est dans une phase d'exploitation, on veut améliorer une situation existante. C'est important de connaître cette situation existante. La troisième étape, c'est de définir un minimum effet détectable. C'est-à-dire, en gros, on va faire un pari avec soi-même. Et ça demande un petit peu d'introspection. Ça demande de se demander quelle est la magnitude de changement que je pense apporter lors de cette expérience. Donc, lorsqu'on fait un changement, on doit se dire, est-ce que ça va impacter le taux de conversion, mon KPI, de l'ordre de plus 100%, plus 2%, plus 50%. C'est important de quantifier ça, quand bien même cette quantification ne sera pas juste, tout simplement parce que ça va nous permettre de déterminer le nombre d'observations dont on a besoin. La quatrième étape, ça consiste justement à déterminer le nombre d'observations dont on a besoin pour savoir que notre A/B test va apporter ou non une réponse. Et du coup, ce nombre d'observations, de quoi dépend-il? Il dépend de plusieurs choses. On a dit tout à l'heure qu'il fallait faire un pari sur son changement. La magnitude de changement qu'on cherche à appliquer, c'est celle-ci notamment qui va déterminer le nombre d'observations dont on a besoin. L'effet minimum détectable, ce n'est pas la seule chose qu'on va prendre en compte, bien sûr. Il y a différents degrés de confiance qu'on peut décider d'appliquer dans son test. Donc on va aussi choisir le minimum de significativité qu'on veut. Et là, ça implique des notions un peu plus statistiques qu'à vrai dire, même moi, je ne maîtrise pas du tout très bien, que sont la puissance statistique et l'intervalle de confiance. La cinquième étape maintenant consiste à créer des populations de taille et de comportements similaires. L'étape numéro 6 donc, consiste à lancer son A/B test
et à, disons, se faire une exigence, une rigueur de ne pas regarder les résultats jusqu'à avoir atteint le nombre d'observations nécessaires. La partie la plus difficile de tout ce process, je dirais, c'est vraiment la partie statistique, méthodologique, pour vraiment déterminer qu'un A/B test soit juste. Pour faire ça, il faut déterminer quel est le bon nombre d'observations dont on a besoin. Il y a un outil dont moi je me sers pour le faire, qui est l'outil de Evan Miller, qui s'appelle le Evans Awesome A/B Test Tool. Si vous le cherchez sur Google, il apparaîtra comme ça. Evan Miller, il a un peu écrit tout ce qu'il y a à lire sur le sujet de l'A/B test, et il permet en fait très simplement, en mettant ces variables, de déterminer le nombre d'observations dont on a besoin par population. La plus évidente, c'est de construire des cohortes qui ne sont pas comparables, ni en comportement, ni en taille. Par rapport au deuxième point, sur la taille, ça a carrément un nom, tellement ça arrive souvent. Ça s'appelle le Sample Ratio Mismatch. Et c'est un peu malheureusement la lèpre des A/B tests. On s'est beaucoup embêté, on a formulé des hypothèses, on a calculé tout ce qu'il fallait calculer, et en fait son A/B test à la ligne d'arrivée est faux, tout simplement parce qu'il y a un biais dans la constitution des cohortes. La deuxième erreur à ne pas faire, ce serait bien sûr d'interrompre un A/B test parce qu'ils disent ce qu'on a envie qu'ils disent. Donc si après 2 jours de test, on a exactement les résultats qu'on veut, ce serait très tentant d'arrêter l'A/B test et de pouvoir justifier comme ça qu'on a les résultats qu'on veut. Il ne faut surtout pas le faire. On a une autre erreur qui consisterait à faire l'inverse, à faire trop durer un A/B test qui n'a pas encore donné les bonnes nouvelles qu'on voudrait qu'il donne. Et dans les deux cas, en fait, on dit la même chose. C'est en fait l'erreur la principale à commettre quand on fait un A/B test, à ne pas commettre, c'est de ne pas écouter les résultats d'un A/B test et d'en fait juste valider une décision qu'on avait déjà prise. Si c'est le cas, ça peut arriver, il n'y a pas de souci, il y a plein de contextes dans lesquels c'est OK. Juste ne perdez pas d'argent et de temps à faire un A/B test si vous avez déjà des convictions. Juste allez de l'avant avec votre idée. Pour moi, c'est 2 choses. C'est forcément résoudre des problèmes, disons, comprendre des problèmes utilisateurs, parce que c'est passionnant de discuter avec un utilisateur et de comprendre quels sont les problèmes qu'il rencontre. Et la deuxième partie qui est forcément l'impact, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions à ces problèmes pour, disons, rendre la vie plus facile à défaut de la rendre meilleure pour ces utilisateurs.